Quel est notre objectif, messieurs? Le fric! Le fric! Mais qu'est-ce qui est mieux que le fric? Plus de fric! Exactement! Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour produire plus de fric? Bonjour, je suis un homme tout à fait ordinaire qui vient vous apporter cette caisse de... comics. Mais enfin, pourquoi aurions-nous besoin d'une caisse remplie de comics? Je ne sais pas, mais je pense que cette caisse remplie de comics doit bien servir à quelque chose, non? Je propose que nous nous servions de cette boîte remplie de comics afin de mettre en œuvre un projet pour augmenter notre capital financier grâce à la valeur ajoutée que nous inclurons à notre chiffre d'affaires actuel. Pour l'argent! Ah, l'argent! Quelqu'un dit argent? Dégage! Bon, et ben il nous reste plus qu'à faire un comics. Oui, mais personne ici n'est qualifié pour en faire un. Bah, on peut toujours engager quelqu'un. Mais ça coûte de l'argent! Ouais, mais on est forcément obligé de le faire si on veut en vendre. Ah bah, on n'a plus qu'à trouver quelqu'un de qualifié pour ce genre de travail. Je connais quelqu'un qui serait ravi de nous aider. Non. Vous êtes sûr? On accepte. Ok, très bien. On vous laisse la journée, on viendra vous chercher demain. Il te ressemblait vachement quand même, hein. Avant d'écrire notre comics, il va nous falloir quelque chose. Un héros. Mais pas n'importe lequel. Faut pas oublier que notre objectif, c'est le fric. Du coup, on va pas faire un héros, on va faire le meilleur des meilleurs. Mais vous me direz, mais quelles sont les bases pour faire le meilleur des super-héros? Mais quelles sont les bases pour faire le meilleur type de super-héros? Eh bien, je vais te répondre, cher ami. Le meilleur super-héros possède 4 caractéristiques très spéciales. Alors, premièrement, des super-pouvoirs. Parce que qu'est-ce qu'un super-héros sans super-pouvoir? Là, tu peux être très imaginatif. Yeux laser, super vitesse, il peut envoyer l'électricité. En fait, tout passe à partir du moment où c'est épique. Numéro 2, un arsenal de ouf gueudin. Thor a son marteau, Iron Man a son armure, Aquaman a sa fourchette. Enfin bref. Ton héros, il doit avoir un truc qui claque. Pourquoi? Eh ben c'est très simple. En fait, l'arme du héros, c'est un peu le symbole de sa virilité. Enfin, c'est surtout un symbole tout court de ton héros. C'est une image que les gens garderont. Troisièmement, il va lui falloir une identité secrète. Alors là, pas besoin de te fouler, tu prends ton héros, tu lui mets des lunettes ou des habits de bureaucrate si t'es franchement imaginatif, et là, ça passe tout seul. Personne ne sera assez intelligent pour se rendre compte que c'est la même personne de toute façon. Numéro 4, ton héros, il va lui falloir un costume. Moulant. Alors oui, je sais, c'est ridicule, mais il y a des raisons. De 1, c'est plus pratique quand tu dois combattre. Et de 2, c'est plus facile à cacher sous de vrais vêtements. En plus, ça permet de voir son corps bien musculeux. Alors oui, non, enfin je veux dire pour montrer son énorme potentiel. Hein, voilà. Ça, c'était pour les caractéristiques physiques du héros. Mais un héros, c'est aussi dans la tête. Les héros obéissent à leur propre code moral. Ils défendent la veuve et l'orphelin, et ce, malgré toutes les difficultés rencontrées. On pourrait même presque dire que les super-héros se rapprochent un peu des chevaliers modernes. Ne complique pas les choses, s'il te plaît. Pardon. Un autre point essentiel du super-héros, c'est le scénario. Alors là, tu te foules pas non plus, hein. Tu prends un gamin, tu tues ses parents, voire sa planète entière. Tant qu'à faire. Il va grandir dans le sentiment d'injustice et va finir par devenir un super-héros. Mais à ce moment, il y a plusieurs choix possibles. Soit il devient un super-héros grâce à une expérience qui a mal tourné, ou qui a bien tourné, c'est ton choix. Ou alors c'est tout simplement naturel. Oh, comme par hasard, ton super-héros était en fait issu d'une autre planète. Voire, oh, c'est comme par hasard, ton super-héros était en fait issu d'une autre civilisation qui a été exterminée. Après, tu peux aussi faire en sorte que ton super-héros, il acquiert ses pouvoirs à cause d'un bidule magique. Mais là, sérieux, c'est trop abusé. Tout personnage de comics, BD, roman et même film obéissent à la même construction. Pour cela, nous allons donc utiliser la sacro-sainte fiche de l'identité du personnage. Mais qu'est-ce que la sacro-sainte fiche de l'identité du personnage? On a déjà utilisé ce gag, hein. Ok, du coup, la fiche d'identité du personnage se présente ainsi.
D'abord, nous avons le nom du héros avec son étymologie. Ensuite, nous accéderons à sa situation sentimentale, puis ensuite à sa situation familiale, avant d'aborder sa situation sociale, puis de finir sur son portrait physique et moral. Mais à quoi ça sert? À identifier le personnage. Quelqu'un a des idées? Mais oui! Génial! Il ne nous reste plus qu'à écrire le reste. Ça va être facile. A few moments later. J'ai une idée. Pour le nom, nous avons trouvé Tony Virtus. Tout simplement parce que Tony signifie fauve en anglais, Tony, et Virtus car cela signifie vertu en latin. Ce sera donc son nom en tant qu'identité secrète. Son vrai nom est William King, pour faire une référence au roi des animaux, étant donné que notre super-héros sera l'incarnation du lion. Ensuite, pour sa situation familiale, nous avons décidé de le rendre orphelin à l'âge de 10 ans. En effet, ses parents ont été assassinés. Les assassins qui ont commandité ces meurtres seront des disciples du vilain. Il ressent donc un besoin de vengeance et de justice. Ce sont ses grands-parents qui vont l'élever, et le jeune garçon va donc se rapprocher d'eux, les considérant comme ses parents, même s'il dira le contraire pendant les disputes familiales. Son grand-père lui apprendra les valeurs de la justice, pendant que sa grand-mère s'occupera beaucoup de lui, lui redonnant une présence maternelle. Son grand-père mourra de vieillesse. Ensuite, nous avons la situation sentimentale de Tony Virtus. C'est une vision assez fantasmée, c'est un célibataire très réputé chez les femmes, et il est secrètement amoureux, même si pour le spectateur c'est assez flagrant, d'une femme, et il finira par se marier avec elle à la fin du comic. Pour ce qui en est de sa situation sociale, il est policier, car il souhaite punir le mal autant le jour en tant que civil, que la nuit en tant que justicier masqué. Son meilleur ami est un procureur, et il aide donc à coincer les méchants dans le tribunal, lorsqu'il ne peut pas le faire la nuit. De plus, en tant que héros, même s'il n'était pas apprécié par les forces de l'ordre au début, car il le considérait comme un hors-la-loi, il sera par la suite très admiré par les enfants, puis par les adultes. Il sera enfin reconnu par les forces de l'ordre lorsqu'il aura débarrassé la ville du super vilain, pouvant continuer son travail sans interruption. Pour finir, nous avons un portrait physique et moral du héros. Ses super pouvoirs sont la super force, qui va lui procurer la faculté de faire des bonds extraordinaires. Il a également une peau en acier et est très rapide et a de très bons réflexes. En tant que civil, c'est un homme blond, fort, qui a des cheveux courts, il a les yeux marrons et il est souvent en costard-cravate. En tant que super-héros, ses yeux deviennent jaunes, il a un masque, il a un costume moulant, Yvan, il a une cape rouge et il a des gants qui finissent en griffes. Pour parler de la création des super-héros, il faut parler de la création des super-héros. L'âge d'or des comics. Bon, déjà, l'âge d'or des comics, c'est de 1938 à 1934. Il commence avec la première apparition de Superman dans Action Comics, l'archétype même du super-héros. Donc c'est pendant cette période que la majorité des super-héros les plus connus ont vu le jour. Batman, Flash, Wonder Woman, tout ça. Le comic book devient un élément important de la culture populaire, et étant donné que les prix étaient très bas, les ventes atteignent souvent le million d'exemplaires. Même si les comics de super-héros créent un nouveau genre qui n'existait alors dans aucun autre média, cela ne signifie pas qu'il est le seul proposé aux lecteurs. L'âge d'or des comics présente aussi une grande diversité de genres tels le western, les aventures dans la jungle, les comics humoristiques, ceux avec des animaux sous forme vaguement humaine comme Bugs Bunny ou Mickey Mouse. Mais aujourd'hui c'est pas ça qui nous intéresse, vu qu'on est là pour les super-héros. Ensuite, les États-Unis rentrent en guerre en 1941. On penserait que ce serait pas bénéfique pour les ventes, mais ça l'a été. Et oui, les super-héros patriotiques ça se vend bien en temps de guerre. Donc on assiste à la naissance de personnages comme Captain America ou Captain Canada. Sérieusement ? Il y a aussi les débuts de Marvel Comics, qui publie son premier comic book en 1939. Et donc pendant cette période, tous les super-héros vont s'unir pour aller joyeusement taper sur des nazis. On rentre ensuite dans un mini-âge qu'on appelle l'ère atomique, parce que bah oui, la guerre est finie, il n'y a plus de méchants nazis sur lesquels on peut taper. Et sans ces méchants, bah les comics intéressent beaucoup moins la population. On peut dire que ça sert plus à rien. Ça...
Et donc les ventes commencent à chuter pour les comics de super-héros, alors que les autres genres voient leurs ventes augmenter, notamment les comics d'horreur ou de romance, de tout nouveau genre à l'époque. Autour de 1950, les comics offrent une grande variété de choix qui peuvent toucher les plus jeunes, qui lisent des adaptations de dessins animés, les adolescents qui lisent des comics de super-héros, les jeunes filles qui lisent de la romance, et les jeunes adultes qui peuvent lire des comics de gangsters et d'horreur. Même si l'essentiel du lectorat est composé essentiellement d'adolescents qui lisent plusieurs genres autres que celui des super-héros. Le genre de la romance atteint des sommets. En 1949, un cinquième des comics vendus, soit 147 titres, sont des comics de romance. Mais le genre chute rapidement, si bien que 2 ans plus tard, le nombre de titres de romance sur l'année est réduit à 30. J'utilise des comics de romance en exemple car c'est le plus flagrant, mais plus ou moins tous les autres genres sont affectés par les mêmes chutes des ventes. Ce déclin progressif des comics va avec la montée des critiques, parfois violentes, issues de mouvements religieux ou d'associations de parents qui reprochent aux comic books de présenter aux enfants des images violentes ou sexualisées qui pourraient transformer les jeunes en délinquants. Oh. Vous avez assez de cette bande de racailles. Ces critiques sont accompagnées par la presse, et cette alliance va pousser l'État à enquêter directement pour savoir si les accusations sont justifiées. Les éditeurs prennent peur que l'État n'installe une censure sur les comics, donc ils forment The Comics Code of Authority. Cet organisme se charge de juger si un comic book respecte un code moral très strict, sous peine de ne pas recevoir son approbation. Parce que oui, le Comics Code of Authority donne directement son jugement, et si le comic book est bien jugé, il y aura le sceau de l'organisme dessus. S'il ne l'est pas, il n'y aura pas le sceau, et généralement, ça voudra dire qu'il sera rejeté par les distributeurs et ne se vendrait pas. Les ventes chutent encore plus, et des tas d'éditeurs disparaissent. C'est la fin de l'âge d'or des comics. Bon, et ben voilà, ça nous a pris la journée entière, en espérant que vous aimerez. Maintenant, on veut 50% des bénéfices. D'accord. Attendez, on peut voir le comics? Oui. Tenez. Mais c'est de la merde. Bah, on a eu une après-midi pour le faire, vous attendiez à quoi aussi Pour faire ça? Bah quoi? Ils sont bien mes dessins? Bah, non mais c'est pas ça, surtout que C'est nul quoi, c'est nul tout simplement. Ah, c'est de la merde. On a essayé de faire comme tous les comics qui sont vendus. On a créé le héros parfait. Non mais de toute façon, bah ça sert plus à rien, parce qu'on a vu que les comics, bah ça se vendait pas, alors bah on annule tout. Mais on sera payé quand même. Non. Peut-on créer un héros qui peut synthétiser les codes et les principes fondamentaux des comics américains de l'âge d'or? La réponse? Non. Nous avons essayé de le faire, mais nous n'avons pas réussi, car nous sommes rendus compte lors de cette expérience que la dimension du parfait est en réalité inaccessible pour l'homme. En effet, nous ne pouvons pas créer de choses parfaites. Nous pouvons juste l'imaginer, mais nous ne pouvons pas vraiment la représenter. D'ailleurs, même les dieux et les plus grands héros n'étaient pas parfaits. Nous pourrons donc retenir de cette expérience et cet échec cuisant mais très instructif que notre enveloppe humaine est remplie de défauts et nous ne pouvons donc pas créer de choses parfaites parce que ça créerait un paradoxe entre la réalité du parfait et la défectuosité. À qui tu parles? Mon argent!